notre ami Olivier Waluzinski. Et donc, il va nous faire un petit complément par rapport au congrès de Charcot du mois de juillet, puisque cette question-là n'avait pas été évoquée. Et ben voilà, c'est session de rattrapage. La fin de la vie c'est la fin de la vie, en fait, de Charcot. Ben écoute, tu as 20 minutes à peu près. Alors, Charcot était un jeune homme svelte et longiligne quand il était jeune. À 45 ans, il a encore belle allure au moment de la guerre de 70. Mais on voit que plus de 20 ans plus tard, il est bedonnant. Il a beaucoup fumé toute sa vie. Et c'était réputé être un grand mangeur. Et dans les célèbres dîners du mardi, il n'y avait rien moins que 7 plats et 3 ou 4 vins. Comme à l'époque, on voit les menus aussi des colloques officiels, toujours avec des menus invraisemblables. On se demande comment on pouvait manger 3 volailles, etc. J'ai eu une démarche que jusqu'à présent les gens qui se sont intéressés à Charcot n'avaient manifestement pas eu, comme le célèbre Christopher Goetz de Chicago qui a fait un livre sur Charcot. Je suis allé voir les archives de la faculté de médecine aux archives nationales. Et ça m'a permis de découvrir un certain nombre de lettres manuscrites de Charcot ou de son épouse qui racontent qu'il n'est pas forcément toujours en bonne santé, avec des mots comme par exemple « Je suis un peu indisposé, je ne pourrai pas faire mon cours aujourd'hui, je vous serais reconnaissant de vouloir apposer l'affiche de circonstance ». Il écrit ça à M. Pinel, directeur de la faculté. Il y en a au moins une dizaine comme ça dans les archives. Et puis là, on voit un peu plus tard, alors il habitait quai Malaquais, puisqu'il y a le papier en tête gaufré, là. Madame Charcot prévient que son mari est malade, et que donc il ne pourra pas assurer sa présence dans un jury d'examen. Donc régulièrement, il a des troubles. Là, par exemple, le 6 mars 1886, ma santé laisse à désirer depuis quelques mois et je crois qu'il serait urgent que je puisse prendre un peu de repos. Je viens en conséquence vous prier de bien vouloir m'autoriser à ne pas prendre part aux examens de la faculté cette année. Je continuerai mon cours de clinique comme par le passé. Ça, c'est 86, donc il est déjà le chef de service et à la tête de la clinique des maladies du système nerveux. Alors, le point de bascule bien connu, bien repéré, c'est le réveillon du 31 décembre 1890. Et Léon Daudet, qui courtisait la fille Charcot à l'époque, comme ça se voit sur cette photo, où Charcot a sa fille à sa droite et elle, Léon Daudet, à sa droite, à elle, elle nous a laissé le témoignage de ce qui s'était passé, bien que ce soit rédigé bien plus tard, en 1915. Soudain, comme il regagna sa chambre, il poussa un sourd gémissement, porta la main à sa poitrine et le visage d'une pâleur soudaine, il tomba sans un mot dans un fauteuil. Et donc, Daudet traverse le boulevard Saint-Germain et apparemment Potin habitait pas loin. Potin ouvre la porte, il est en pyjama, il a le chandelier à la main, il met un par-dessus au-dessus du pyjama, il vient voir Charcot et il fait évacuer tous les convives du dîner et ils se restent en tête à tête tous les deux et quand il ressort, il annonce à tout le monde, il a fallu le rassurer. Mais en fait, quand Daudet raccompagne Potin chez lui en traversant le boulevard Saint-Germain, il lui confie, il pensait à l'angor pectoris. Et Daudet rajoute, je ne sais pas pourquoi, à 7 minutes, il employait le mot latin plutôt que le terme français angine de poitrine. Puis après un instant de silence, il ne s'est pas trompé. Donc Charcot avait fait le bon diagnostic pour lui-même. Et Daudet dit, j'étais terriblement ému, l'arrêt de mort était prononcé par le maître infaillible des affections du cœur. On ne posait pas encore de stent à l'époque. Au cours des mois suivants, et évidemment, les crises se répètent. Une fois, il doit interrompre une de ses leçons du vendredi à cause d'une douleur dans la poitrine. Et par ailleurs, il y a des témoignages qui expliquent qu'il aurait fait quelques brèves pertes de connaissance, donc il y a peut-être un rétrécissement aortique. Et Madame Charcot, il y a une autre lettre dans les archives, écrit au doyen qu'il n'est plus en état d'assurer son enseignement, ce qu'on ne savait pas vraiment. Et puis il y a quelques témoignages de gens qui étaient des spectateurs de ces cours, comme par exemple Garrison, qui est célèbre historien de la médecine, qui nous a laissé ce témoignage paru en 1925 en anglais, donc j'ai mis la traduction. Il devint si sédentaire que sa démarche même ressemblait à celle d'un homme qui en avait oublié la pratique.
Le dos voûté, la tête penchée en avant, il avançait à petits pas rapides et traînants. Vers la fin, il donnait l'impression d'imiter la propulsion de la paralysie agitante, et c'est lui qui avait décrit la maladie de Parkinson. Il semblait être lui-même le malade. Pour s'approcher de sa voiture, sa démarche devint difficile et chancelante. Puis il y a une étudiante belge qui avait été faire ses études à Glasgow, qui a publié peu de temps après la mort de Charcot dans le Glasgow Medical Journal. Ses mouvements étaient vifs, mais sa démarche était à petits pas rapides que l'on remarque si souvent chez les personnes âgées. Sa parole était claire et distincte, mais il était gêné par une toux qui semblait l'empêcher de faire le moindre effort pour élever la voix, de sorte que ceux qui n'avaient pas eu la chance d'être au premier rang étaient souvent déçus de ne pas pouvoir entendre suffisamment bien pour suivre les propos. Charcot avait un grand pouvoir d'imitation et traversait parfois l'estrade pour monter la démarche caractéristique de diverses maladies nerveuses, ou décrivait avec ses mains différentes formes de mouvements choréiformes. Mais lorsqu'il décrivait les mouvements observés dans la paralysie agitante, les symptômes étaient si pathétiquement en harmonie avec sa propre apparence que l'on était tenté de croire qu'il était lui-même le patient, et non pas simplement le conférencier faisant sa démonstration. Ça, c'est la première partie de mon exposé. Ensuite, on revient un peu en arrière. Donc, vous connaissez tous Ferdinand de Lesseps, qui avait donc été à la tête des travaux pour construire et creuser le canal de Suez, qui est inauguré en 1869. Une dizaine d'années après, il fait des plans pour, suivant le même principe, creuser un canal pour permettre d'aller du Pacifique en Atlantique ou réciproquement, sauf qu'il n'a pas vraiment apprécié à sa juste valeur les complexités de ce chantier d'un point de vue purement géologique, mais aussi il n'avait pas du tout anticipé des maladies que pouvaient rencontrer les travailleurs sur ce chantier, et il y a eu une mortalité très importante. Et donc au départ, il a engagé des financiers à souscrire un emprunt, mais sa première tentative en 1886 a été décevante puisqu'il n'a pas réussi à placer les 800 000 actions qu'il avait prévues. Et donc il a été amené, et il avait en partie sous-évalué le montant réel des travaux pour essayer de faire avaler la pilule aux financiers. Et donc il a engagé un nouveau challenge avec un emprunt à l'eau. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'était à l'époque, il fallait un accord de l'Assemblée nationale et du Sénat, des parlementaires, c'était des emprunts avec une garantie de l'État, et tous les ans on tirait un certain nombre de lots, et les gens qui étaient reconnus comme ça avaient une prime sur l'argent qu'ils avaient versé. Pour organiser tout ça, de Lesseps fait intervenir un banquier de la place qui s'appelait le baron Jacques de Reinhardt et un affairiste qui, par ailleurs, on va le voir, était médecin, qui s'appelait Cornelius Hertz. Et donc, il y a eu à l'époque un certain nombre de dessins comme celui-là où il y a Monsieur Reinhardt, faites-moi une publicité alléchante. Et donc, il y a tout un réseau de lobbying auprès des parlementaires pour les acheter, pour qu'ils votent favorablement pour cet emprunt à l'eau. Et donc, il y a par exemple, on voit l'affiche où il y a les bénéfices anticipés. Je trouve que c'était pas mal trouvé. Et donc, en fait, malgré tout cet argent récolté, la compagnie fondée par de Lesseps pour creuser le tunnel a fait faillite en 1889. Et le pouvoir judiciaire s'est intéressé à ce qu'il a considéré comme une escroquerie et a ouvert une enquête en 1891. 8 parlementaires ont été inculpés d'avoir été achetés par les Reinhardt et Hertz. Le banquier se suicide en 1892, mais Hertz, avant d'être inculpé, a pris la fuite et s'est réfugié en Angleterre. Et en fait, toute cette affaire est une préfiguration de l'affaire Dreyfus, parce que aussi bien Reinhardt que Hertz, en fait, sont d'origine juive. Alors je vais parler un peu de Hertz, puisque c'est lui le héros de cette affaire. Il est né à Besançon de parents juifs exilés d'Allemagne et qui eux-mêmes vont émigrer ensuite aux USA où ils seront naturalisés américains. Hertz, il veut fuir la guerre de sécession. Quand ça tourne mal aux États-Unis, il revient en Europe. Il commence des études de médecine d'abord en Allemagne, puisqu'il parlait par ses parents allemand comme langue maternelle.
Et donc il va d'abord à Heidelberg, puis à Vienne, et là il y a encore des guerres, etc. Donc il revient à Paris, et il passe l'externat. Il est reçu en 1868 à l'externat. Il fait donc, comme tous les externes, des tentatives pour passer l'internat. Il n'est pas reçu, mais il est interne provisoire. Et il est nommé à l'asile de Quatremar, qui est en fait un asile pour les aliénés, en 1869-70. Bien qu'il ne soit... Il est né français, puisqu'il est né à Besançon. Il s'engage volontairement pendant la guerre de 70, et il est nommé médecin aide-major de l'ambulance franco-américaine, alors qu'il n'était qu'interne provisoire. Mais comme il est polyglotte, il parle allemand, il parle anglais, il parle français, il est nommé interprète à l'état-major du général Chanzy pour faire les traductions avec les Américains. À la fin de la guerre, il retrouve son statut d'interne et l'assistance publique le nomme à l'hôpital de Berck, qui était un hôpital de rééducation, comme vous savez, pour les tuberculoses osseuses, et où il est à nouveau interne. Et pour des raisons que je vais expliquer maintenant, il est radié de l'assistance publique en 1871. À chaque fois qu'il est nommé quelque part, il emprunte de l'argent, aussi bien aux malades qu'au personnel de tout statut des hôpitaux qu'il fréquente, et il a des aventures sentimentales, soit avec des infirmières, soit même à l'asile de Quatremar avec une religieuse qu'il met enceinte. Et après, il prend la fuite, et j'ai retrouvé, vous allez voir aux archives nationales, sa lettre de démission de l'asile de Quatremar. Après, quand il démissionne là, de son poste à Paris, il retourne aux États-Unis et il profite du fait qu'il y a un grand incendie à Chicago en 1871 pour s'installer à Chicago en racontant que tous ses diplômes de médecin français ont brûlé dans l'incendie et il ne peut pas faire la preuve qu'il a les diplômes de docteur en médecine, qu'il n'a pas. Mais après un certain nombre de scandales, sans doute parce qu'il n'était pas très bon médecin, il fuit Chicago, il trouve temporairement un refuge à New York où il se fait embaucher au Mont Sinai Hospital de New York, où il n'arrive pas à montrer ses diplômes, et ensuite il est très mauvais, donc on le met dehors. Donc il se dit, il faut quand même que j'essaye de faire un effort, donc il s'inscrit à une faculté de médecine à la Northwestern University, et il obtient effectivement son doctorat en 1875. Donc il est maintenant docteur en médecine. Il part à San Francisco où ses parents avaient monté une affaire et il fait fortune là-bas parce que c'était la mode de l'usage de l'électricité dans la filière de Duchesne de Boulogne. Et il rentre dans la bonne société de San Francisco en soignant les personnes riches là-bas avec de l'électricité. Et il a un pressentiment judicieux, il achète un certain nombre de brevets des installations téléphoniques et électriques aux États-Unis. Peu après, il revient en France, après avoir escroqué le médecin avec qui il s'était installé aux États-Unis, d'ailleurs, en passant. Et donc, en 1877, il revient en France et il exploite les brevets qu'il avait acquis aux États-Unis et il expose à l'exposition universelle de 1878. Et il s'introduit ainsi dans la bonne société française en leur fournissant le téléphone. C'était très chic à l'époque d'être dans le bottin, maintenant on le fuit, mais à l'époque il fallait être dans le bottin. Et en 12 ans, il fait fortune à Paris. C'est par toute cette activité de lobbyiste qu'il a acquis qu'il va être choisi par de Lesseps pour corrompre les députés. Donc j'ai retrouvé des documents, donc sa période d'étudiant en médecine à Paris, et par exemple, quand il était externe à Bicêtre de Pierre Berthier, la conclusion du papier qu'on retrouve dans les archives de l'assistance publique, je n'ai eu qu'à me louer de son exactitude et de son caractère. Monsieur Hertz est un jeune homme laborieux, instruit, attaché à ses devoirs. Ça change un peu de ce qu'on voit après. Ça, c'est l'affiche dans laquelle, avant d'être mis dehors, il démissionne de l'asile de Quatremar. Et donc, après la faillite du canal de Panama, il s'enfuit en Angleterre, d'abord à Londres, et puis très rapidement, il va à Bournemouth. J'ai retrouvé une photo sur Internet de l'hôtel de Tankerville où il a pris refuge. Évidemment, la justice française fait une demande d'extradition, puisqu'il y a une plainte qui est déposée contre lui. Et il a un médecin, William Fraser, qui est le médecin local, qui fait un certificat comme quoi il est très malade et qu'il n'est pas transportable et qu'il ne peut pas être amené en France.
Donc on demande une expertise à un certain nombre de médecins londoniens, sachant qu'il n'est pas capable d'aller les voir à Londres. Donc c'est tous ces noms célèbres, dont David Ferrier, MacDonald McHardy, qui viennent le voir à Bournemouth. Mais la presse française, et en particulier la presse d'extrême droite, c'est là où c'est les prémices de l'affaire Dreyfus, disent que comme c'est un juif, il a des accointances avec les médecins juifs en Angleterre qui donnent des certificats favorables pour éviter qu'il ne soit extradé. Ce qui est faux d'ailleurs. Et donc, sous la pression de toute cette presse, le gouvernement français décide d'envoyer des experts français pour essayer de calmer la cabale des journalistes. Et donc c'est le professeur Brouardel, qui était le professeur de médecine légale à l'époque, qui est nommé expert à aller expertiser Hertz en Angleterre. Donc il veut se faire accompagner d'un confrère, donc il consulte Potin, mais qui avait été le cardiologue de Hertz et qui refuse. Charles Bouchard, le célèbre élève de Charcot, refuse aussi. Et finalement, c'est Charcot lui-même qui accepte, disant qu'il ne connaissait pas ce Hertz et donc il pouvait aller l'examiner. Alors, la campagne de presse continue en France, et en particulier la presse de droite raconte que en fait c'est un sosie qu'on a mis à la place de Hertz pour jouer la comédie, pour tromper Potin et Brouardel et Charcot, et qu'en fait c'est pas vrai. Alors le certificat initial qui existe aux archives nationales, que j'ai retrouvé, la traduction en français du médecin particulier à Bournemouth, William Fraser, conclut à une grande prostration, à attaque d'angine de poitrine et un diabète qui affaiblit le malade. Ce qui est assez curieux, parce que j'ai été aussi aux archives de la préfecture de police, c'est de voir que les renseignements généraux suivent tout, et j'ai retrouvé un certificat où on explique que Charcot et M. François, secrétaire du ministre des Affaires étrangères, après être arrivés en train à Calais, ont embarqué à 1h du soir, comme on disait à l'époque, embarqué pour aller en Angleterre, à Calais. Donc immédiatement, il y a un télégramme à 1h du matin pour aviser le ministère que Charcot s'embarque. C'est formidable, les renseignements généraux. Et j'ai retrouvé aussi aux archives le passeport de Charcot. Donc on nous dit qu'il mesure 1m71, qu'il est châtain grisonnant, les yeux roux, le nez fort. Personne n'avait été voir le passeport de Charcot, je trouve ça marrant. Alors, quand ils sont rentrés en France, Brouardel a été interviewé par celui qui se faisait appeler Horace Bianchon comme nom de plume dans le Figaro, et ils racontent toute leur épopée et leur voyage là-bas. Et pour essayer de faire tourner court la critique de l'histoire que c'était un sosie, etc., ils rapportent cette anecdote que Hertz, en interpellant Charcot, dit « Vous ne me reconnaissez pas, monsieur Charcot ?» Et Charcot protesta de ne l'avoir jamais vu. Mais reprit Cornelius, en 1867, vous remplaciez le docteur Marotte à la Pitié, et j'étais roupiou, externe dans le service. Je vous vois encore dessinant pour la thèse de docteur Ball un caillot de la veine fémorale avec embolie dans l'artère pulmonaire, et je vous entends dire c'est un caillot en forme de serpent. Et effectivement, Charcot a publié avec Benjamin Ball la première description de l'embolie pulmonaire à partir d'une thrombose veineuse périphérique. Charcot dut reconnaître l'exactitude de ce récit, et nous pensons, lui et moi, qu'un faux Cornelius n'aurait pas eu tant de précision. Donc ça, c'est pour argumenter contre le fait que c'était un sosie. Alors, il y a un dessin qu'on retrouve, que j'ai acheté le journal, là, où on voit Hertz dans son lit, le docteur Frazier à gauche avec sa grande barbe, Brouardel qui prend le pouls de Hertz, et Charcot qui a bien du mal à rester debout, qui est assis sur la chaise. Et en fait, Hertz, il a une glucosurie de 300 grammes par 24 heures. On ne dosait pas encore la glycémie. Il a de l'albumine dans les urines, une oxalurie. Il est essoufflé, il a un édème pulmonaire, des crises d'angor, un souffle de rétrécissement aortique. Il est en insuffisance cardiaque, globalement, avec un diabète complètement déséquilibré. Alors, Brouardel raconte, Charcot et moi, nous avons longuement causé à voix basse dans l'embrasure de la fenêtre. À un moment, comme Charcot étouffait un peu, il a ouvert cette fenêtre. Donc là, on a un témoignage que Charcot n'est vraiment pas en forme. Donc, dans les archives, on a tout le
certificat rédigé par Charcot et Boisardel qui confirme que Herse n'est pas transportable, est très malade, enfin tout ce que je vous ai raconté sur son état de santé. Et Charcot va mourir 2 mois plus tard à son fameux voyage à Monceau chez Séton dans la Nièvre, qui est raconté par plein de gens depuis. Et le paradoxe, c'est que Cornelius va envoyer une couronne de fleurs pour les obsèques de Charcot, et lui-même ne mourra que 5 ans plus tard, le 6 juillet 1898, sans jamais avoir ni été extradé ni jugé. Voilà, ça c'est... Il y a eu une deuxième expertise après que celle de Charcot. Boisardel est retourné avec Dieu la foi. On a encore fait une couche pour préciser qu'il n'était pas transportable. Voilà ce que je voulais vous raconter, qui est assez cocasse.